Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce troisième atelier de Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants organisé par l'agence Interaction en partenariat avec Radio Patrimoine et tout sur mesfinances.com. Alors lundi, on a parlé d'assurance vie, mardi, on a parlé d'immobilier. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'épargne retraite et plus particulièrement au PER, au plan d'épargne retraite, le nouveau placement de préparation à la retraite. Vous le savez maintenant, vous êtes confinés, vous télétravaillez, vous épargnez. C'est le moment de profiter de Live Invest. Live Invest, c'est parti. Live Invest, le PER, le produit retraite en vogue. Alors, on va commencer par notre parole d'expert, hein, comme tous les matins. Cette fois-ci, donc, on va parler du PER. Juste pour planter un petit peu le décor, il y a eu la loi du 22 mai 2019, dit loi Pacte pour plan d'action pour la transformation et la croissance des entreprises. Et dans cette loi un peu fourre-tout, hein, quand même, il y a plus de 1000 pages, eh bien, il y a une réforme de l'épargne retraite en France. En fait, l'épargne retraite, ça marche pas en France. Pour plusieurs raisons, et parmi ces raisons, il y a le fait qu'il y avait une multitude d'offres, il y avait des contrats individuels, des contrats professionnels, des contrats qui étaient réservés à certaines catégories d'actifs qu'on ne pouvait pas transférer, enfin tout ça était très compliqué, il y avait une sortie uniquement en rente viagère, bref, c'était pas terrible, et le gouvernement, avec ce fameux PER qui relifte complètement l'épargne retraite en France, veut tout simplement passer de 230 milliards d'euros d'encours à 300 milliards d'euros d'encours d'ici 2022. Alors pourquoi ? C'est parce que non seulement les Français ont tout intérêt à épargner pour leurs vieux jours, compte tenu du fait que les retraites obligatoires vont être proportionnellement moins élevées que celles des générations précédentes, tout simplement parce qu'il a fallu mettre en place des mesures d'économie, et notamment pour les retraites complémentaires, vous savez, qui rapportent moins qu'avant et qui sont très importantes pour notamment les cadres. Et puis l'épargne retraite, c'est de l'épargne longue, et ça permet aux gestionnaires de prendre davantage de risques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire investir dans les entreprises, et ça, c'est bon pour l'économie. Voilà. Donc, super le PER, oui, enfin juste il y a un grand mais, c'est qu'il y a une étude qui est sortie, il y a quand même seulement 21% des Français qui savent ce qu'est la loi Pacte et ce qu'est le PER, et encore parmi ces 21%, il y en a vraiment que 3% qui savent exactement ce qu'est la loi Pacte et ce qu'est le PER, pardon. Donc il y a un sacré chemin à faire. On va en parler avec Mathieu Berthaud. Bonjour Mathieu. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes directeur général du conseiller en gestion de patrimoine online, mon partenaire patrimoine.com. Alors, première question, Mathieu, les anciens produits d'épargne retraite n'ont pas vraiment marché, n'ont pas rencontré le succès escompté. Est-ce que ça va changer avec le PER ? Alors oui, je pense, et vous avez très bien planté le décor, Jean-Philippe, il y a un tournant avec la loi Pacte de mai 2019, parce qu'effectivement, le paysage avait besoin d'être modernisé en termes d'épargne retraite. Ça a été encapsulé dans la loi Pacte, qui est porteuse d'énormément d'initiatives quand même. Je trouve que c'est plutôt bien. Et parmi ça, il y a un objectif de simplification et de plus grande accessibilité pour l'épargnant français en termes d'épargne retraite. Effectivement, cet enjeu de simplification, il était indispensable, et il se voit au travers du PER sous deux aspects. Déjà, le fait qu'il y ait comparé à auparavant où il y avait une multiplicité et vraiment une atomisation des solutions collectives individuelles, là, il y a un dispositif qui va permettre de rassembler des versements collectifs, des versements individuels, des cotisations obligatoires pour la partie catégorielle. Et ça, c'est vraiment un avantage très concret. L'exemple tout bête, c'est auparavant, j'avais par exemple un PERCO dans le cadre de mon entreprise et un PERP que j'avais souscrit à titre individuel, deux produits différents. Là, aujourd'hui, avec le PER, ces deux possibilités se rassemblent au sein d'un seul et même produit. Ça a un vrai intérêt. Oui, puisque ce qu'il faut dire quand même, c'est que depuis le 1er octobre 2020, le PER a remplacé donc tous les contrats individuels et collectifs à d'épargne retraite, donc
concrètement, on ne peut plus ouvrir un PERP ou on ne peut plus ouvrir un PERCO. En revanche, pour ceux qui ont été ouverts, le PERP ou le PERCO ouvert avant le 1er octobre 2020, on a la possibilité toujours de les alimenter. Tout à fait. Et on va revenir sur un point aussi, la transférabilité. Évidemment, une très grande avancée en matière même de psychologie, c'est avec la loi Pacte et le PER, il n'y a plus cette contrainte de sortie en rente viagère, qui est un véritable repoussoir pour l'épargnant français depuis toujours. Il y a eu des aménagements au fil du temps, mais là, c'est vraiment une sortie libre en capital. C'est vraiment quelque chose qui est tangible. Et ça, je pense que c'est un élément porteur de succès pour le PER, notamment dans sa version individuelle, sans oublier la transférabilité. Alors, elle était déjà là auparavant sur les anciens dispositifs, mais là, elle a vraiment tout son sens. C'est-à-dire que justement, le PER est là pour rassembler un peu toutes les initiatives en termes d'épargne retraite. Donc, vous pouvez transférer un ancien PERP, un ancien contrat loi Madelin, article 83, PERCO, dans le PER, dans ses différentes composantes de compartiments, collectifs, individuels. Alors vous l'avez dit, il y avait des transferts possibles avec les anciens produits, mais pas pour tous les produits, donc c'était très compliqué. Enfin bon, et puis les frais étaient élevés, alors que là, effectivement, la loi Pacte prévoit en fait des frais plafonnés et même gratuits au bout d'une certaine année de détention. Donc effectivement, ça permet une vraie transférabilité des enveloppes. Donc ça c'est bien. On l'a dit effectivement. Enfin, c'est vous qui l'avez dit en l'occurrence. Il y a une aversion des Français à la rente viagère. Donc on rappelle ce que c'est. La rente viagère, c'est effectivement à partir du départ à la retraite, vous percevez une somme dans une périodicité régulière jusqu'à votre décès. Vous êtes assuré de percevoir une somme jusqu'à votre mort. Pourquoi cette aversion des Français vis-à-vis de la rente ? Déjà, c'est à moins d'être assureur, comprendre le calcul de la conversion en rente, c'est un peu compliqué. Très honnêtement, on va parler de table de mortalité, etc. C'est pas très facile à expliquer. Il y a un gros il y a un gros enjeu de pédagogie. Vous l'avez dit en introduction. Il va falloir expliquer. Alors, expliquer la rente viagère, c'est vraiment un sujet pas évident. Et puis, de manière très concrète, un capital, on voit ce que c'est. Vous l'investissez, il est valorisé, il a une valeur à un moment donné. Vous allez piocher dedans. C'est ce qui marche très bien sur l'assurance vie, la souplesse de sortie, ça c'est un élément très tangible. Le fait de le retrouver dans le cadre du PER, c'est quelque chose qui permet de faire un trait d'union aussi entre, on va dire, l'épargne longue qu'on connaît bien au travers de solutions comme l'assurance vie et le PER. Mais effectivement, je serais surpris que les sorties en rente viagère, en rente à vie, soient très nombreuses. Un des aspects qui est très intéressant, par exemple, c'est que le contrat loi Madelin imposait une sortie en rente viagère, et pour un travailleur non salarié, donc, le fait de transférer son Madelin en PER, pour un TNS, ça va lui permettre de pouvoir sortir en capital. Donc ça donne vraiment un élément très concret, et je pense qu'il va aider à faire cette pédagogie et cette information sur ce nouveau dispositif. Alors juste une petite précision, non seulement on peut sortir en capital ou en rente, mais on peut sortir en capital et en rente. Tout à fait. Et c'est le souscripteur qui définit les pourcentages en fait entre le capital et la rente. En revanche, le compartiment, enfin le troisième compartiment, le compartiment collectif obligatoire, ne peut lui être dénoué uniquement en rente. Tout à fait. Est-ce que le PER est un concurrent ou est-ce qu'il est complémentaire de l'assurance vie ? Alors, vous me connaissez, Jean-Philippe, moi, on oppose souvent les solutions d'investissement, alors qu'elles sont la plupart du temps complémentaires. Et c'est vraiment le cas ici entre l'assurance vie et le PER. Dans une approche d'épargne retraite, l'assurance vie ou le PER peuvent tout à fait répondre à un même besoin. Simplement, il faut le positionner par rapport à ses objectifs, ses échéances, et utiliser au mieux les avantages de chacun. Sur le PER, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que vous êtes dans une démarche d'épargne longue, vraiment dédiée à la retraite. Vous avez un objectif qui est clairement identifié. Avec un conseiller, vous pouvez voir votre capacité d'épargne mensuelle, régulière ou ponctuelle. Il y a évidemment un avantage qui est l'avantage fiscal à l'entrée, cette réduction d'impôt au moment où on verse, qui va créer un effet de levier, parce que l'effort d'épargne du coup est plus faible si on compare à de l'assurance vie où il n'y a pas de cette réduction d'impôt à l'entrée. Et puis il y a un autre élément sur le PER, c'est cette transférabilité. En épargne longue, savoir qu'on peut transférer à tout moment, qu'on est libre de transférer entre établissements, c'est quand même un élément très fort. L'assurance vie a ses avantages sur une approche un peu plus moyen terme, ou alors si on veut faire jouer la souplesse de sortie en capital. Et puis en cas de sortie en capital, vous avez une imposition sur les plus-values qui est plus intéressante, notamment avec ce barème dégressif.
Mais en revanche, vous n'avez pas, par exemple, la transférabilité ou cet avantage fiscal à l'entrée. Donc, l'important, à mon avis, c'est de bien composer et de se faire accompagner pour ça en fonction de sa situation patrimoniale, civile, fiscale et financière sur le bon dosage entre les deux en fonction de ses horizons d'investissement et cette capacité à dire je vais peut-être avoir besoin, donc pour une épargne avec un besoin de sortie potentiel, l'assurance vie, c'est une très bonne solution. Avec un complément PER pour de l'épargne dédiée retraite, c'est un très bon duo, c'est même un excellent duo à mon avis qui d'ailleurs commence à transparaître dans les pratiques commerciales de certains réseaux. Et tout le monde peut vraiment a intérêt à souscrire un PER. C'est vrai que jusqu'à présent, en fait, l'épargne retraite, en fait, on les présentait comme des produits de défiscalisation. On disait que compte tenu effectivement de l'avantage à l'entrée et de l'imposition à la sortie, en fait, ça valait le coup, surtout si on était fortement imposé. Est-ce que c'est également le cas pour le PER? Alors, il y a cet incitatif à y aller, à franchir le pas. Et effectivement, très souvent pour l'épargnant français, l'incitatif, c'est d'ordre fiscal. On le voit sur l'assurance vie, on parle très souvent. Il faut jamais en parler en premier. Enfin, le projet, c'est un projet d'épargne retraite à la base. Si on n'a pas de projet d'épargne retraite, souscrire un PER, c'est contre-intuitif. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs, on en parlait juste avant avec Jean-Philippe, sur les PERP. Il y a beaucoup de Français en 2003, pour faire plaisir à leurs conseillers, très concrètement, qui ont souscrit un PERP, qui ont mis 50 € par mois et puis qui ont arrêté de verser au bout d'un an. Parce qu'il n'y avait peut-être pas de projet retraite ou que c'était pas la solution la plus adaptée parce que contrainte de sortir en rente viagère. Donc non, il faut vraiment qu'il y ait ce besoin-là. Donc il faut l'identifier, il faut le qualifier, il faut le projeter. Mais je dirais aujourd'hui, les solutions PER sont très accessibles sur le marché, distribuées dans tous les types de réseaux, que ce soit assureurs traditionnels, banque assureurs, les indépendants du patrimoine le proposent aussi. En ligne, bien évidemment. Et le PER qui vient de fêter ses 1 an, au-delà du succès d'estime, commence à connaître un vrai succès commercial et on le voit nettement sur cette fin d'année. D'accord, donc on a bien compris, en fait, il ne faut pas seulement voir l'avantage fiscal. On en parlait hier pour les SCPI, on parlait des dispositifs de défiscalisation du type du FLO, et justement, on avait un CGP qui nous expliquait pareil, en fait, exactement la même chose. En fait, la carotte fiscale, c'est la cerise sur le gâteau. Exactement. Il faut avoir un projet d'investissement immobilier, là, c'était en l'occurrence immobilier, mais là, ça serait plutôt épargne retraite, et s'il y a un avantage fiscal, tant mieux. Mais tout à fait, ouais. Et c'est la contrepartie de mobiliser son épargne sur un objectif lointain, c'est de dire, ok, j'investis des capitaux que je ne reverrai pas avant la retraite, ou alors en cas de sortie anticipée pour l'acquisition de la résidence principale, par exemple, ou en cas de coup dur. Et la contrepartie, et ça les gouvernements l'ont bien compris, c'est d'avoir ce levier fiscal qui, en plus, sur du long terme, a vraiment un intérêt dans la manière dont il a été intégré au versement, adossé au versement sur le PER. Ah ben, il n'y a jamais de vrai cadeau. Quand vous avez un avantage fiscal, c'est parce que c'est en contrepartie de quelque chose. Et oui, tout le monde fait des efforts. Alors, est-ce que justement vos clients sont demandeurs du PER? Est-ce que vous sentez une appétence pour le PER? Oui, on le constate déjà, comme je le disais, il y a un succès d'estime et puis il y a vraiment une demande aujourd'hui. Alors peut-être que c'est par le biais de, oui, il y a une possibilité de réduire mes impôts, mais de préparer ma retraite en même temps. Oui, parce que là, il y avait le 31 décembre. Là, il y avait l'échéance du 31 décembre. Tous les dispositifs fiscaux, il y a toujours cet effet, et on le voit, il y a un effet d'engouement sur les 3 ou les 2 derniers mois de l'année. Effectivement, le PER profite aussi de cette vague d'attrait fiscal, mais ce qu'on voit effectivement clairement chez les épargnants, c'est de dire ils sont tous plus ou moins équipés, mais ils n'ont pas tous forcément très bien défini un objectif retraite. Et le PER permet d'engager cette discussion-là, parce qu'effectivement, il est clairement imprimé maintenant dans l'esprit des gens que régime obligatoire de retraite plus régime complémentaire, ça ne sera pas satisfaisant en termes de maintien du niveau de vie, du train de vie à la retraite. Et ça, c'est un élément sur lequel on a cette problématique. Donc, quelles sont les solutions? Il y a énormément de solutions. Donc là-dessus, déjà, ça permet d'engager la discussion là-dessus en disant, OK, mais parlons de ce projet retraite et essayons de le positiver. Et puis, pourquoi il y a un intérêt sur le PER? Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est en train de ressortir, c'est que toute assurance vie n'est pas forcément, dans tous les cas de figure, le conseil le plus adapté. C'est évidemment un outil patrimonial formidable, le contrat d'assurance vie, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais c'est pas forcément le plus adapté sur certains aspects très précis en termes d'objectifs, et pas d'ailleurs que l'objectif retraite, mais en l'occurrence sur un objectif d'épargne
l'épargne retraite, ce qui est très intéressant, je pense, c'est une fois qu'on a bien défini son objectif, sa capacité d'épargne, etc., c'est de se dire, on s'engage sur ce chemin-là et on va dire, nourrir cet objectif-là de complément de revenus à la retraite avec un dispositif qui a un effet de levier très fort, et je pense que c'est ça qui est très intéressant, qui s'exprime sur du long terme. Dès lors qu'on verse, on a une réduction d'impôt, donc l'effort d'épargne est moindre, et on se dit, ok, je suis incité à le faire, je le fais, et je suis accompagné encore une fois par un conseiller pour bien définir mes objectifs, parce qu'il y a aussi une composante d'épargne et d'allocation financière qui rentre en ligne de compte, on y reviendra. Oui, c'est très important, a fortiori pour l'épargne retraite, de vraiment se faire bien conseiller. Absolument. Dernière question, parce que le temps file. Est-ce que par exemple, il est toujours intéressant d'ouvrir un PER à 50 ans? Est-ce que enfin voilà, quel est l'âge limite pour ouvrir un PER? Alors, je dirais, sauf quand on est déjà à la retraite, il n'est jamais trop tard. Et c'est vrai qu'on a la question qui revient assez souvent. Alors évidemment, plus on s'y prend tard, plus il faudra concentrer son effort d'épargne. Mais quand on a 50 ans, alors on est encore jeune, on a plein de projets. C'est pas vous qui me direz le contraire, Jean-Philippe. Et puis, par ailleurs, on a généralement une rémunération plus confortable. On a le crédit immobilier sur la résidence principale qui est fini ou qui va bientôt être fini de rembourser. Les enfants qui deviennent autonomes. Donc, on a une capacité d'épargne pour la concentrer qui va être utile à ce moment-là. Et puis, il y a deux aspects qui sont très importants aujourd'hui, qui sont portés par le PER. C'est que le PER va vous aider à faire ce rattrapage. Déjà, en termes de réduction fiscale, il y a la possibilité d'utiliser à plein le plafond de retraite. Qui permet de savoir quel va être le niveau de versement qui va ouvrir droit à réduction fiscale. Vous pouvez l'utiliser pour l'année en cours, mais vous avez aussi la possibilité de cumuler les 3 années précédentes. Ce qui fait que si vous voulez faire un gros versement pour dire allez, je me lance et je mets un capital constitutif significatif, il y a ce levier fiscal. Vous pouvez faire un coût fiscal en fait. Voilà, c'est vraiment pour se dire allez, on franchit le pas. Ça, c'est un élément qui est intéressant. Et par ailleurs, dans la loi Pacte, alors on en parle peu, mais je pense qu'il faudrait y revenir parce que il y a une passerelle qui a été engagée, une passerelle temporaire jusqu'au 1er janvier 2023 pour, je dirais, faciliter la sortie à des conditions fiscales intéressantes d'un contrat d'assurance vie. Vous connaissez le barème dégressif et l'abattement, notamment en termes d'impôt sur les plus-values. Eh bien, cet abattement a été doublé si vous sortez donc à des conditions fiscales intéressantes de l'assurance vie pour investir sur un PER. Donc là, vous avez vraiment un double effet qui se coule, pour faire une petite référence à nos années 80-90, où vous sortez dans des très bonnes conditions fiscales de l'assurance vie et vous bénéficiez, en allant sur le PER, d'une réduction fiscale à l'entrée. Oui, là, il y a fromage et dessert. C'est ça. Donc, c'est incitatif et encore une fois, très souvent, et c'est ça le levier psychologique, c'est de dire, OK, bon, ça, plus ça, plus ça, si mon projet est bien défini, c'est le moment d'y aller. Donc, il n'est jamais trop tard. Voilà. Alors, il y a trois petites conditions pour cette transférabilité assurance vie, PER. Il faut que le contrat ait plus de 8 ans. Il faut que la personne soit au plus tard à 5 ans de sa retraite. Donc, en gros, elle ne doit pas être âgée de plus de 57 ans. Et il faut le faire avant le 1er janvier 2023. Tout à fait. C'est ça. Exactement. Merci beaucoup, Mathieu. On a explosé les délais, mais c'était tellement intéressant. Merci, Jean-Philippe. On ne s'en lasse pas. On y passerait des heures. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et restez surtout connectés. On se retrouve dans 12 petites minutes. Merci, à tout à l'heure. Merci. Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants.